Bonjour à tous. J'attends quelques secondes puisque je vois le live se remplir petit à petit avec les participants voilà, qui arrivent au fil de l'eau. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous. Donc je suis Pierre-Xavier de Marliave, je suis directeur des programmes intra et sur mesure et inter de Centrale Supélec Executive Education. Alors, merci de vous connecter ce matin et vous êtes présent avec nous car vous vous intéressez au sujet de l'innovation pédagogique, hein. Un sujet qui intéresse les DRH, bien sûr, les directeurs formation et les participants aux formations, donc vos collaborateurs. Alors, l'école centrale Supélec forme des ingénieurs, comme vous le savez, et qui ont la spécificité d'être capables d'être à la fois des leaders, des innovateurs et des entrepreneurs. Et cet ADN d'innovation se retrouve dans les programmes de formation continue que nous proposons aux grandes entreprises. Alors, identifier et développer les compétences individuelles, mais aussi collectives de ses collaborateurs est un levier très important de la compétitivité de l'entreprise et de son développement. C'est la raison pour laquelle Centrale Supélec, année après année, innove auprès des entreprises en utilisant des méthodes originales et des outils immersifs et ludiques dans ses parcours intra sur mesure. Alors, animera ce webinaire ce matin Caroline Venn, que certains connaissent, qui est directrice pédagogique sur les sujets soft skills, gestion des hommes à Centrale Supélec Executive Education. Caroline s'occupe aussi des sujets d'innovation et des parcours liés à la transformation digitale à Centrale Supélec Executive Education. Elle est fondateur du cabinet eWIPS. Elle est certifiée coach en psychologie positive et elle a créé donc les outils pédagogiques Anima qui vont vous être présentés ce matin. Voilà, donc le webinaire sera interactif, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis nous vous enverrons un replay de cette conférence en ligne plus tard par mail. Voilà, Caroline, je te laisse commencer la présentation. Merci Pierre-Xavier. Donc bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour certains qui suivaient nos conférences de façon régulière. Aujourd'hui, donc comme vous le voyez à l'écran, on va se centrer sur le haut de notre proposition de nos formations, c'est-à-dire la gestion des hommes et la transformation de l'entreprise, deux thématiques que j'anime à Centrale Supélec dans les programmes régulièrement, et deux thématiques qui me tiennent profondément à cœur. Et aujourd'hui, je pense que ce que nous allons partager ensemble, eh bien, est justement à l'intersection de ces deux thématiques. Pourquoi? Parce que la gestion des hommes dans l'environnement de transformation, c'est quelque chose de particulier. Vous le vivez très certainement aujourd'hui dans vos entreprises et en particulier dans cette période de crise sanitaire où la transformation est à l'œuvre dans l'ensemble des secteurs de l'entreprise, dans l'ensemble des méthodes de travail, dans l'ensemble de nos organisations. Et nos hommes, les hommes, cette ressource humaine qui est très précieuse et qui est la plus précieuse dans nos entreprises, est à la fois malmenée et en même temps est au cœur de cette transformation. C'est elle qui doit être proactive pour transformer l'entreprise, ce qui commence bien souvent par l'acceptation d'une transformation personnelle. Comment se transformer, comment prendre conscience de la nécessité de se transformer, hein, parce que vous le savez bien, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait urgence, et ce sentiment d'urgence doit être partagé par tout un chacun pour pouvoir ensuite œuvrer et agir dans le sens d'une transformation. Autre raison pour laquelle on est à l'intersection de la transformation et de la gestion des hommes, c'est qu'aujourd'hui, et Centrale Supélec recherche à des chaires de recherche très importantes sur le sujet, eh bien, l'intelligence artificielle notamment est un recours précieux à l'accélération de la gestion des hommes et de leur transformation. Pourquoi? Parce que souvent la gestion des hommes passe par une prise de conscience, comme on vient de le dire, et aussi par une nécessité d'accompagnement, une nécessité d'expérimentation d'un certain nombre de nouveaux leviers.
Et cette expérimentation, elle n'est pas évidente à faire seule. Et pour autant, aller coacher chacun des hommes et chacune des hommes et des femmes qui constituent vos ressources a un coût considérable. C'est pourquoi Centrale Supélec, avec un certain nombre de chercheurs, s'est penché sur la question de savoir comment l'intelligence artificielle pouvait être un vecteur de démultiplication de l'impact de cette expérimentation et pouvait ainsi faire bien encapsulé et avec évidemment de l'expertise métier associée, pouvait être finalement un fer de lance qui proposait d'élargir au plus grand nombre ce type d'approche à la fois personnalisée, à la fois expérimentale, portée par l'intelligence artificielle et qui permettent d'accélérer le changement à la fois pour les hommes et à la fois pour l'entreprise. Et donc, je vais être au cœur de cette association transformation, technologie et ressources humaines pour vous parler aujourd'hui sur la thématique de notre webinaire. Brice, si tu veux bien. Voilà, donc les méthodes pédagogiques, vous les connaissez, je ne vais pas revenir sur toutes, ce serait certainement des redites pour beaucoup d'entre vous. Elles sont déductives, expositives, actives, démonstratives, interrogatives, elles sont de toutes sortes et elles doivent être évidemment adaptées à la formation et à l'objet que l'on forme. Moi, je voudrais me centrer aujourd'hui sur des méthodes qu'on va qualifier de ludiques, d'immersives et d'expérientielles. Pourquoi? Parce que de notre expérience, évidemment aux côtés de toutes les autres, ce sont des méthodes qui sont à la croisée des chemins, comme je viens de vous le dire, en matière de transformation, de technologie et de ressources humaines. Et ce sont des méthodes qui sont particulièrement efficaces aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc, je vais me centrer sur des méthodes que nous partageons à Centrale Supélec, que nous avons développées et qui sont de cet ordre-là. Avant de vous proposer ce type d'approche, je voudrais revenir néanmoins et finalement vous expliciter davantage pourquoi ces méthodes sont aussi efficaces. Alors, ces nouvelles méthodes, elles ont pour objectif de rendre les apprenants plus autonomes. Donc, on voit ça à travers des classes inversées, du distanciel, où finalement les apprenants apprennent à apprendre et gèrent leur capacité d'apprentissage avec beaucoup plus d'autonomie. Ces méthodes, elles sont plus actives ou interactives. Actives parce que participatives et interactives parce que, bien sûr, il s'agit de mettre en relation les pairs entre eux, les collègues, les collaborateurs, de telle sorte à ce que chacun soit dans un apprentissage de ce qu'on va appeler le social learning de façon organisée pour que chacun ait l'occasion d'échanger sur ses métiers. Donc, de quoi s'agit-il? Vous le savez bien, on a des outils, de plus en plus d'outils interactifs qui nous permettent lors des webinars ou même en présence avec des petits boîtiers de voter, d'avoir voilà, différents outils. On en utilise beaucoup les uns et les autres qui permettent de buzzer, de voter, de se prononcer et donc de faire participer les gens aux différentes conférences qu'on peut évoquer. On fait beaucoup de sondages, hein, souvent dans ces webinaires, on en fait aussi pour que les personnes se sentent investies et puissent donner leur point de vue sur ce qui est énoncé en conférence. Et puis, on est sur ce qu'on appelle aussi du teach back, c'est-à-dire de la reformulation. On va inviter tout un chacun pour s'approprier les messages à reformuler ces mêmes messages pour qu'on soit dans de l'appropriation. On va les rendre plus innovants et notamment on va les mettre dans des postures de makers, hein, ce qu'on appelle des makers aujourd'hui et qui nous est cher à nous ingénieurs parce que dans nos pratiques d'ingénieurs, on est avant tout des makers et donc on va leur permettre soit dans des Fab Labs, soit dans des approches de type design thinking, soit dans du learning by doing, voilà, d'être plus innovants, d'être inventifs dans la façon dont ils vont prendre en compte les ingrédients pour fabriquer autre chose avec ces mêmes ingrédients. Vous savez que le learning by doing représente 70% des sources d'apprentissage. Je ne vous refais pas cette statistique que tout le monde connaît, mais le learning by doing, c'est 70%, le social learning, c'est 20%, et finalement, l'apprentissage classique, ça n'est que 10%. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre le pied à l'étrier pour faire aux gens des choses et on y reviendra tout à l'heure parce qu'on est typiquement dans la partie expérientielle, en faire dans des contextes volontairement décalés qui vont permettre d'aborder les pratiques avec un regard et une audace renouvelée. Donc, on va être dans du test and learn.
Et puis la quatrième caractéristique que j'avancerai, c'est finalement des apprenants qui vont être plus immergés, plus engagés grâce à l'immersion. Et là, on va toucher à, bien sûr, des activités qui ne sont pas citées là, mais comme du théâtre, de la participation, qui sont des choses innovantes, mais j'irais plus classiques maintenant, ou bien des choses plus originales ou plus technologiques, comme des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, qui vont assez facilement mettre les apprenants dans des situations immersives. Alors, pourquoi cette immersion? Eh bien, parce que si on marie immersion, expérimentation, émotion, on a un panel assez gagnant finalement pour rendre les apprenants plus autonomes, plus acteurs, plus innovants, plus immergés. Eh bien, ce cocktail gagnant, on l'a très facilement et très, je dirais, de façon assez évidente dans ce qu'on appelle aujourd'hui des escape games, ou nous on les appelle plutôt des mission games pédagogiques, c'est-à-dire des environnements qu'on crée de toutes pièces, qui sont volontairement décalés, qu'ils soient physiques ou distanciels, et qui vont mettre en œuvre une équipe de participants et leur donner une mission tout à fait différente de leur quotidien, où justement ils vont être eux-mêmes, mais avec de nouvelles ressources. Donc, que permettent finalement ces escape games? Eh bien, ils permettent cet assortiment, je dirais, d'expériences. D'une part, ils permettent l'émotion, parce que bien souvent, on met les gens dans des situations qui génèrent de l'émotion. Et l'émotion, ça permet d'ancrer des apprentissages. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est toujours, les neurosciences maintenant nous le démontrent très facilement, les neurosciences, c'est une urgence à traiter par le cerveau. Donc quand vous avez une émotion qui arrive dans une situation de formation, vous oubliez tout le reste et vous êtes encore plus engagé, parce que l'émotion vous oblige à prendre position par rapport à ce que vous traitez. Et l'émotion fait comme un phénomène d'élargissement, c'est-à-dire qu'occupant l'ensemble du cerveau, eh bien, votre cerveau va accueillir finalement l'action que vous allez faire, les réflexions qui vont vous venir à l'esprit à ce moment-là, la décision que vous allez prendre, elle va vous marquer comme si elle était là pour occuper l'ensemble du cerveau. Et donc l'émotion, elle est facilitante, on va dire, de l'apprentissage, parce que sans effort, eh bien, le participant va pouvoir être marqué par ce qu'il aura vécu à ce moment-là. Donc l'émotion est au cœur finalement d'un dispositif plus efficace. Et en même temps, elle est génératrice de plaisir. Et ce qui est très intéressant, de mettre l'apprenant dans une situation de plaisir. Moi qui suis, comme l'a rappelé Pierre-Xavier, coach en psychologie positive, apprendre dans des situations de plaisir et de positivité, c'est apprendre beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus marquante. Le deuxième grand levier que favorise l'escape game ou le mission game pédagogique, c'est le test and learn. Donc on l'a vu tout à l'heure, comment être plus innovant, c'est par le test and learn. On va donner aux participants l'occasion d'innover, de faciliter et surtout de se tromper sans enjeu, sans engagement, mais en même temps d'accepter l'idée qu'il se trompe et d'accepter aussi l'idée qu'il se trompe en communauté, c'est-à-dire avec ses pairs, sous le regard de ses pairs. Et ça, c'est très précieux, parce qu'ensuite, bien évidemment, tous ces jeux doivent être transposés, on va y revenir, dans l'environnement professionnel. Et c'est lors de cette transposition qu'on va prendre ce moment précieux où je me suis trompée avec mes pairs, sous le regard de mes pairs, et finalement, so what? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de si grave. Comment est-ce que dans l'environnement professionnel, je suis en capacité de recréer les mêmes conditions que celles que j'ai eues lors du jeu, pour me donner la possibilité de me tromper, ce qui est très important dans une expérimentation et dans une relation de confiance que l'on souhaite évidemment forger avec ses pairs. Troisième grand levier que permet l'escape game, c'est cette immersion. Cette immersion, elle va être évidemment provoquée par une histoire, par un contexte, par un décor qui va être facilitant de cette immersion. Et cette immersion, elle est précieuse, notamment dans des périodes d'incertitude comme celle qu'on vit aujourd'hui. On caractérise souvent nos environnements de jeu d'environnements dits VUCA, volatiles, incertains, complexes, ambigus. Et ce sont des environnements dans lesquels toutes les entreprises aujourd'hui sont. Et on sait bien qu'aujourd'hui, l'incertitude avec la crise sanitaire est majeure. Et comment être immergé dans un contexte d'incertitude? Comment trouver les bons leviers pour fonctionner en contexte d'incertitude? Eh bien, c'est ce qu'on propose sans risque à nos apprenants, en les mettant dans cette situation décalée, dans laquelle ils vont, dans cette situation d'incertitude, s'immerger
et comprendre finalement quels leviers eux-mêmes, personnellement, ils mettent en œuvre pour finalement se débrouiller dans cette situation d'incertitude. Et c'est très intéressant depuis le temps, puisque maintenant ça fait 3 à 4 ans qu'on utilise ce levier pédagogique pour faire nos formations. Et quand ensuite on débriefe de ce temps d'entrée en situation, c'est un temps qui est parmi les plus intéressants à débriefer. Et je pose souvent la question à nos apprenants de leur dire qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous vous êtes senti quand vous êtes entré. Alors, on a un décor avec des navettes spatiales, on a un autre décor où ils arrivent sur une plateforme en pleine mer, livrés à eux-mêmes avec une mission, on y reviendra tout à l'heure. Comment vous êtes-vous senti quand vous êtes entré dans cette situation nouvelle, cette situation d'incertitude où finalement vous ne saviez pas comment ça marchait, vous ne saviez pas quelles étaient les ressources qui étaient à votre disposition, vous n'aviez pas une vision très claire non plus de la mission, et finalement vous retrouvez en cela un certain nombre de situations professionnelles pour lesquelles malgré tout il faut s'en sortir. Et la réponse qu'il me formule est souvent très intéressante parce que c'est le point d'accroche qu'ils peuvent également retrouver dans leur environnement professionnel. Donc, ils vont me dire, par exemple, je me suis senti perdue, je me suis senti en situation d'incapacité à faire. J'ai eu besoin d'approprier mon environnement. C'est-à-dire qu'on voit physiquement, par exemple, dans ces jeux, le besoin qu'ont certaines personnes de faire le tour de l'espace dans lequel ils sont pour comprendre finalement de quoi était fait leur nouvel environnement. Et donc, une fois qu'on a fait parler l'émotion de ce qui est à la clé quand ils entrent dans cet environnement incertain, on fait parler aussi les leviers de résolution. Et on leur dit, bah, finalement, vous vous en êtes sortis, parce que la plupart du temps, ils s'en sortent. Qu'est-ce qui vous a permis finalement de vous en sortir? Et là, c'est extrêmement intéressant parce que tous les ingrédients qui vont être cités sont des leviers qu'on va ensuite les faire travailler dans l'environnement professionnel. Donc, en général, les leviers qui sont cités, c'est j'étais pas tout seul. J'ai vu que j'avais mes collègues autour et on s'est dit qu'on allait y arriver. Et donc, ça, c'est très précieux. Ça veut dire que le groupe devient un vrai recours, une vraie complémentarité pour agir dans cette situation d'incertitude. Et donc, très vite derrière, dans le débriefing, on va leur dire bon, bah, dans votre situation professionnelle, comment vous faites pour retrouver cette capacité du collectif à vous donner confiance et à faire en sorte de vous organiser pour y arriver. Le deuxième point souvent qui ressort, à part le groupe, c'est finalement, je me suis sentie réassurée quand j'ai fait une première chose qui a marché. Ok, ça c'est le learning by doing. C'est-à-dire que ce qui m'a rassurée, c'est à un moment donné, j'ai fait quelque chose qui a produit un effet attendu et qui a fait avancer le groupe. Donc là, on a un point majeur de réassurance qui est comment à un moment donné, je me rends utile dans ce nouvel environnement et je prends confiance par le fait que une action a pu déclencher une contribution. Même regard ensuite, on transpose ça dans l'environnement professionnel et on dit, OK, dans votre environnement professionnel, comment vous faites pour vous et pour vos collaborateurs, parce que c'est souvent des managers qui viennent nous voir, pour provoquer cette mise en confiance, pour provoquer le fait que dans ce nouvel environnement, vous êtes en capacité d'apprécier que quelque chose a fonctionné. Pas tout, vous êtes encore loin du but, mais vous êtes en capacité de célébrer un premier succès et de voir que votre action a été porteur d'utilité. Et puis, bien souvent, le troisième levier qui nous est proposé, c'est le fait qu'ils ont pu communiquer et que c'est le fait que chacun a pu apporter une contribution spécifique et que mettant en commun, c'est par le biais d'une bonne communication, ces différents ingrédients spécifiques, et bien progressivement, le puzzle a pu se reconstituer. Et ça, c'est un des grands leviers d'efficacité de l'environnement VUCA, sur lequel derrière on insiste par rapport à l'environnement professionnel, parce que dans l'environnement VUCA, comme on n'est jamais en capacité d'aborder l'ensemble, 100% du paysage qui nous entoure, qu'on a toujours une vision partielle et en plus mouvante de notre environnement et de la réalité, eh bien plus on est nombreux, entre guillemets, à percevoir cette réalité, et plus on arrive par une bonne communication à reconstituer le puzzle de cet environnement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on leur fait toucher du doigt à travers cette expérience, qu'ils appréhendent, qu'ils s'approprient. Et évidemment, vous nous avez compris, derrière, on va transposer ça dans leur environnement professionnel en leur disant comment vous faites dans votre situation professionnelle métier pour vous aussi constituer une sorte de veille avec et reconstituer le puzzle de votre environnement dans cet environnement mouvant et VUCA. Donc l'immersion, elle est majeure, encore une fois, pour
toucher du doigt les leviers qui permettent ensuite de vivre dans cet environnement d'incertitude, ce qui est particulièrement utile dans les périodes qu'on traverse. Quatrième ingrédient utile, c'est jouer son rôle. Et là, j'insiste sur le son rôle, se découvrir vraiment soi. À la différence d'autres méthodes pédagogiques que j'appellerais des jeux de rôle, et que vous avez certainement connus et qui peuvent être utiles dans certains cas, notamment pour mettre en œuvre un nouvel outil pédagogique qui est adopté, là, dans l'escape game, paradoxalement, on ne joue pas un rôle, on joue son rôle. Pourquoi? Parce que dans des situations qui sont très émotionnelles ou très immersives et très impliquantes, eh bien, assez naturellement, on va aller chercher ce qui, chez soi, constitue sa force, ses forces et ses comportements naturels d'action. Comportements qui peuvent être inversement assez troublés finalement dans un environnement professionnel dédié. Parce que l'environnement professionnel dédié, il impose de s'adapter, il a une histoire avec ses collègues, parfois il peut y avoir des différends qui nous obligent à pas être complètement nous-mêmes, etc. Et donc, tout cet environnement dans lequel on est au quotidien nous invite parfois à ne plus être complètement nous-mêmes et donc à ne plus être aussi authentique qu'on pourrait le penser. Paradoxalement, c'est dans un environnement qui est justement décalé et donc qui n'est pas authentique par rapport à ce que les gens vivent, qu'ils peuvent se retrouver beaucoup plus eux-mêmes. Et ça, c'est très précieux et ça permet d'aller très vite et de façon très, très puissante sur les bons leviers de fonctionnement de tout un chacun, parce que justement, lors de ce jeu, ils vont être eux-mêmes. Et ça, on a vu des milliers de parties depuis 4 ans qui se sont jouées dans ces jeux dont je vais vous parler tout à l'heure. Et je peux vous assurer que c'est incroyablement vrai, comme au bout de 10 minutes, un quart d'heure, en tant que coach observant des joueurs dans ces environnements décalés, on voit assez rapidement quelles sont les forces de tout un chacun qui vont permettre au groupe de fonctionner en allant chercher des contributions des uns et des autres. Alors certains qui n'ont pas été très à l'aise, qui ont été un peu gênés par le côté ludique, parce que faut pas se le cacher, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec ce type de méthode, vous disent, ou s'ils ont échoué à la fin, ils vont vous dire oui mais c'était qu'un jeu, dans la vraie vie je me serais pas comporté comme ça. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Bon, chacun a sa position de repli avec laquelle il peut se sentir à l'aise et je ne le conteste pas. Mais moi, je dis que dans la majorité des cas, bien largement, en fait, les gens sont complètement eux-mêmes. Et du coup, assez rapidement derrière, on va leur dire comment vous avez été, quelles sont les forces, qu'est-ce qui vous a dérangé. Et bien, vous voyez, c'est exactement ça que vous devriez essayer de reproduire à nouveau dans votre environnement professionnel, parce que là, vous êtes authentique. Et en psychologie positive, quand on parle de force, il y a 3 caractéristiques. Quand on met en œuvre une force, c'est qu'on est authentique, qu'on est performant et que ça vous donne de l'énergie. Et quand on sait mettre en œuvre une force pour ces 3 raisons-là, alors on est ajusté, on est aligné par rapport à soi-même. Et donc, dans ces environnements d'incertitude, c'est ce qu'on peut mobiliser le meilleur pour avancer et pour être à l'aise et aligné par rapport à soi. Donc jouer son propre rôle, paradoxalement, c'est ce qu'on fait de mieux dans ces environnements qui ne sont pas les siens. Cinquième intérêt, c'est l'audace. C'est qu'en fait, c'est un bac à sable qu'on propose aux participants, volontairement décalés, différents, ludiques, disruptifs, tout ce que vous voulez. Et là, on va leur dire, allez-y. Et du coup, ils vont pouvoir justement expérimenter un certain nombre de postures qui, dans la vie professionnelle, est parfois plus difficile à expérimenter. On voit souvent des gens un peu timides, par exemple, ou qui ont des contributions plutôt en retrait dans les équipes, se lâcher très complètement, et souvent on a des échos incroyables par rapport à ça, dans ces situations ludiques. Parce qu'en fait, on leur donne la possibilité de faire des choses qu'on ne leur donne pas la possibilité de faire dans l'environnement professionnel. Et quand on reçoit des équipes constituées, par exemple, de gens qui se connaissent très bien, on a souvent en retour des remarques comme quoi, mais j'étais complètement découvert, mais j'ai vu que tu savais très bien faire ce genre de choses. Et donc, ça ouvre des perspectives pour, à nouveau, travailler différemment ensuite au sein de l'équipe. Donc, ça permet vraiment d'expérimenter des postures sans beaucoup de danger, à la fois pour soi et pour l'équipe. Et puis enfin, et c'est non négligeable, c'est le plaisir partagé, c'est le plaisir d'apprendre ensemble et d'apprendre aussi de ses pairs. Et donc de voir que en étant ensemble dans un environnement difficile, eh bien, on prend plaisir finalement à surmonter un certain nombre de défis qui vous sont proposés.
Donc voilà pourquoi, pour nous, les escape games et mission games qui réunissent toutes ces qualités sont maintenant très souvent au cœur de notre pédagogie. Brice, si tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Alors, pour résumer, finalement, qu'est-ce qui, dans l'escape game, devient une boucle d'apprentissage spécifique? J'ai reporté à gauche une boucle que vous connaissez peut-être, qui est la boucle classique de l'apprentissage. En fait, on est dans un quotidien où on expérimente un certain nombre de pratiques professionnelles, parce que en formation notamment, on réfléchit et on donne l'occasion d'observer ou de prendre du recul par rapport à ces pratiques. Eh bien, on va prendre un temps de recul par rapport à sa pratique, qui dans un troisième temps permet, parce qu'on va conceptualiser, faire une analyse critique ou généraliser des bonnes pratiques, va permettre d'aller plus loin. Et puis, dans un quatrième temps, parce qu'on aura été plus loin et appris de nouvelles compétences, on va pouvoir appliquer ces nouvelles compétences. C'est la boucle classique de l'apprentissage qui part du faire, qui permet de prendre du recul sur le faire, de conceptualiser d'autres pratiques et de réappliquer ces mêmes pratiques. L'avantage avec des expériences fortes et immersives, ce qui est sur la gauche, c'est que en fait, on a trois caractéristiques. On va aller plus rapidement, on va aller plus fort et on va notamment mettre en œuvre un certain nombre de soft skills dans cette boucle-là, soft skills qui sont difficilement appréhendables dans la boucle classique. Pourquoi? D'abord parce que on part toujours de l'expérimentation du métier. Et c'est aussi pour ça que ces jeux-là, ils sont particulièrement utiles pour de la formation professionnelle, de la formation de personnes en situation professionnelle. Ils sont aussi utiles pour des étudiants de formation initiale et on les utilise pour ça. Mais on se rend compte que justement en formation professionnelle, c'est d'autant plus utile qu'on peut ramener tout cet environnement décalé à du vécu métier. Donc on part toujours du vécu métier et pour nous, c'est dans notre ADN à Centrale Supélec que de partir du vécu métier, c'est notre ADN d'ingénieur, on est hyper pragmatique, on part d'un constat, on part de l'observation. Temps 1. Temps 2, à la différence de tout à l'heure, on passe par le monde décalé. Et le monde décalé, comme je viens de le dire en 6 points, il permet d'expérimenter dans un univers décalé immersif toutes les raisons que je vous ai présentées tout à l'heure. Et donc là, on découvre pas seulement de la réflexion et de l'observation de l'existant métier, mais de la réflexion et de l'observation d'un existant nouveau qui a été créé pour eux et qui est sans risque. Et c'est cette matière-là de réflexion sur un existant nouveau que dans un troisième temps, on va analyser et conceptualiser. Et donc, on va beaucoup plus vite parce qu'on va aller chercher, le jeu dure peut-être 1 heure, 1 heure et demie, et en 1 heure, on peut passer un jour, voire 2 jours parfois, à débriefer autour de ce qui s'est passé et à le transposer dans l'environnement professionnel parce que la matière est incroyablement riche. Et donc, c'est parce qu'on arrive à conceptualiser et capitaliser sur une nouvelle matière incroyablement riche par rapport au monde du métier existant, qu'on va pouvoir ensuite sortir de là beaucoup plus fort et beaucoup plus, comment dire, avec beaucoup plus de nouvelles méthodes qu'on va ensuite transposer et appliquer dans l'environnement métier. Voilà, donc c'est particulièrement beaucoup plus rapide. En une journée, on fait, je vous cite un verbatim que j'ai eu d'un responsable d'équipe innovation qui m'a dit mais c'est incroyable, en une demi-journée, je pense que j'ai gagné 3 mois calendaires sur la capacité à accélérer dans la prise de conscience, la posture, la connaissance du groupe projet innovation. Voilà, verbatim d'un de nos clients. Parce que voilà, on a cette, pardon, cette capacité, excusez-moi, on a cette capacité à aller chercher dans cet environnement décalé des trucs qu'on ne trouverait pas dans l'environnement professionnel et qui prend tout de suite sa forme et sa place dans l'appropriation par les différentes personnes. Donc on va plus vite, on va plus fort parce que, on l'a dit, émotion, immersion nous favorise la prise de conscience que l'on peut ensuite ancrer dans ces pratiques. Et aux soft skills, pourquoi? Parce que c'est par la posture, par le vécu qu'on va ensuite pouvoir capitaliser sur l'apprentissage de ces soft skills. Et si tu veux passer à la suite.
Donc, fort de ces constats et du lien très fort que nous avons avec Centrale Supélec, alors quand je dis nous, c'est moi bien sûr, mais aussi Robert Vesoul que je voudrais citer et qui a fondé la société Iluin Technologies. Et Robert est également cofondateur de la chaire de recherche d'innovation digitale à Centrale Supélec. Et puis, notamment, il fait de la recherche sur l'intelligence artificielle et le recrutement. Et donc, nous avons ensemble créé une structure qui s'appelle Anima, qui est dans l'écosystème de Centrale Supélec, parce que constituée de chercheurs de Centrale, constituée de beaucoup de centraliens issus de l'école et qui se dédient à ce nouveau produit, cette nouvelle plateforme. Et donc, nous avons créé Anima. Donc, on va passer un petit peu plus rapidement. Pourquoi? Eh bien, Brice, si tu peux passer à la suite. Pourquoi? Eh bien, pour proposer des activités ludiques telles que je viens de vous les présenter. On a deux produits phares aujourd'hui. Un produit présentiel qui s'appelle Sauvetage 13, que vous voyez sur la gauche, qui est une navette spatiale, et un produit full digital, qui est un format complètement distanciel, qui s'appelle Vertox, et que des participants peuvent jouer à distance à travers leur écran, et qui est aussi étonnamment très immersif. On l'a utilisé dans plus de 60 entreprises, plus de 3200 collaborateurs. Vous avez un échantillon de nos clients qui est affiché juste en dessous. Alors, en quoi ça consiste? Brice, si tu peux avancer. Voilà, notre raison d'être, c'est l'intime conviction que l'épanouissement personnel et professionnel passe par l'identification et le développement de ces fameuses soft skills à l'échelle individuelle et collective, avec le secours de l'intelligence artificielle, comme je vous le disais en introduction, qui permet de réserver cette approche du coaching de soft skills non seulement à quelques-uns, mais aussi à un monde beaucoup plus large grâce à l'intelligence que nous avons mis dans nos produits. Si tu peux passer, Brice. Voilà, donc nous l'avons. Cette approche est innovante par les expertises qui sont mobilisées. Les expertises, c'est la pédagogie expérientielle, dont je viens de vous parler assez largement, les sciences cognitives, et notamment la psychologie positive, qui est complètement présente dans l'ensemble de nos produits, ce qui est très important parce que vous verrez qu'on a, et c'est très important pour l'intelligence artificielle, un besoin d'éthique et une marque de l'éthique qui propose un équilibre très systématique entre le participant et le RH, entre le recruté et le recruteur. Ça fait complètement partie intégrante de nos outils. Les ressources humaines et puis l'intelligence artificielle. Innovante par les expériences que nous proposons, en effet, nous avons finalement trois types d'expériences. Nous avons encapsulé un certain nombre de modules interactifs qui permettent, à travers une plateforme, aux différents participants de mieux se connaître sur leurs forces, de mieux comprendre comment ils peuvent être contributifs de leurs soft skills, de mieux voir comment ils ont des besoins professionnels dans certaines situations et comment est-ce qu'ils arrivent à les combler. Donc, on a un certain nombre de briques qui permettent aux participants d'être en interaction avec l'aide de l'intelligence artificielle avec une plateforme digitale. Ensuite, on a des parcours immersifs Figito dont je vous ai déjà parlé, comme Sauvetage 13 ou Vertox, qui vont faire appel à des mécaniques de jeu puissantes qui vont permettre de développer cette immersion. Et enfin, nous avons structuré un certain nombre de débriefings avec des coachs formés à cela pour faire toucher du doigt à ces participants à quel point, dans ces différents jeux, ils ont mis en œuvre un certain nombre de nouvelles compétences qu'on les invite ensuite à transposer dans leur environnement professionnel. Et ces débriefings eux-mêmes sont augmentés par de la data et de l'intelligence artificielle, autant de logs qui sont captés dans toutes les activités qui sont faites au sein de la plateforme de façon individuelle par les participants et ensuite au sein des jeux de façon collective et observée par un coach. Tu peux avancer, Brice, s'il te plaît? Merci. Voilà, donc nous avons une quinzaine de briques pédagogiques avec deux grands jeux immersifs que je vous ai cités et ces fameux débriefings qui vont être contextualisés en fonction du besoin. Pour cela, nous produisons des parcours sur mesure en fonction de vos besoins. Et donc, ces débriefings vont être contextualisés évidemment par rapport aux besoins de l'entreprise pour faire des parcours qui peuvent être plus ou moins étendus, uniquement ludiques et débriefs et briques de connaissance de soi, pour constituer finalement un parcours qui va correspondre à votre besoin et à votre objectif.
On va passer à la suite. Donc, les fameux jeux immersifs. Donc, vous avez ici la vision de Vertox. Je vous en ai parlé également pour Sauvetage 13. On a d'autres jeux qui ont été construits et qui sont proposés. Par exemple, la tour de et avec Gustave Eiffel, où les participants doivent monter en haut de la tour Eiffel pour réparer une antenne et tout au long du parcours, en sous-groupe, répondre à un certain nombre de questions. C'est à la fois ludique et on parle beaucoup de Gustave Eiffel et de sa tour. Et c'est aussi très apprenant parce qu'ils vont réfléchir entre eux de savoir comment ils vont mobiliser un certain nombre de compétences pour arriver à cela. Pourquoi Gustave Eiffel? Gustave Eiffel est centralien et nous avions donc envie de le mettre à l'honneur avec sa magnifique tour Eiffel. C'est très précieux et l'éclairage de Gustave Eiffel en tant que manager de grands projets stratégiques est absolument incroyable. Et je vous invite, si vous ne le savez pas, à vous replonger dans son histoire. Elle est vraiment très apprenante et on utilise, nous, l'emblème de Gustave Eiffel dans nos programmes de management de projet pour aller plus loin. La Vendée Coop, c'est notre petit dernier, donc on s'inspire du Vendée Globe et on propose le tour du monde à la voile, en équipe cette fois-ci, contrairement au Vendée Globe, avec un certain nombre de challenges. Et là, notre jeu est plutôt tourné sur comment faire face à la difficulté et comment apprendre de ces difficultés et de ces échecs. Voilà, donc toujours pareil, le levier positif qui permet d'avancer. On a également le trail du Mont Blanc, qui est inspiré de l'Ultra Trail, pour faire le tour, comme vous le savez, du Mont Blanc, là aussi je dirais en collectant ses meilleures forces pour avancer. On va continuer. Voilà, donc là on a une des briques que je voulais vous présenter, qui est justement la brique Soft Skills, qui nous paraît très importante, c'est-à-dire que dans l'outil, à un certain moment, une fois que les participants ont pu identifier les fameuses forces dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celles qui vous rendent authentiques, performants et en énergie, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment ces forces vont contribuer aux soft skills de l'entreprise. Et donc là, on a, avec une doctorante, analysé comment chacune de ces forces venait contribuer aux soft skills de l'entreprise, ces soft skills étant par priorité la coopération, l'esprit critique, la communication, la créativité et la confiance. Par exemple, comment moi qui ai des forces de communication, bien sûr je vais contribuer à la communication, moi qui ai de l'écoute active, je vais contribuer à la communication, moi qui ai pour force le travail en équipe ou l'explication, ben je vais contribuer à la coopération, etc. Et donc là, ça permet à chacun de prendre conscience à quel point lui, avec ses forces, peut devenir une brique importante du développement des soft skills au sein de l'entreprise. Donc, on a une brique autour des soft skills, on a une brique, je l'ai dit tout à l'heure, autour des besoins professionnels. Donc, cette brique-là, elle est inspirée de la pyramide de Maslow et elle permet d'aller comprendre quel est l'environnement et comment ces besoins doivent être satisfaits pour être vraiment performants au sein de son environnement. On a également une brique qui permet d'avoir ce qu'on appelle des CV vidéo augmentés, où chacun peut améliorer sa présentation de lui-même à travers une vidéo qui est coachée par une IA et qui lui propose des vecteurs d'amélioration ainsi que d'autres briques autour de ce produit. Brice, on peut avancer. Donc les débriefings sont, comme je vous le disais, à chaque fois adaptés à chacune des situations. Donc vous avez là, pour exemple, un outil de débriefing de la prise de décision. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez participé à notre autre webinaire avec François Bert sur ce sujet. Voilà, François notamment utilise beaucoup notre outil de débriefing parce qu'il rejoint un certain nombre de leviers qu'il a pu partager avec vous sur la prise de décision. Et vous voyez, par exemple, cet outil-là, il est utilisé en attache avec le sauvetage 13. Donc, on envoie les participants dans une navette spatiale dans l'espace. Et en fait, comment on le lit? On va réfléchir avec eux, on va les questionner, on va les observer pour savoir si leur prise de décision, elle a été plutôt rationnelle ou plutôt intuitive. Et on va réfléchir avec eux sur ce que ça veut dire aussi d'avoir une prise de décision rationnelle, intuitive, notamment dans l'environnement VUCA où l'intuition est nécessairement au rendez-vous. Et si la prise de décision, elle a été plutôt individuelle ou plutôt collective. Si bien qu'en regardant
à la fois la moyenne des personnes et notre observation, on obtient, et c'est ce que vous voyez sur le carré noir, la moyenne des participants. Donc finalement, le groupe, comment s'est-il comporté? Est-ce que le groupe a été plutôt intuitif ou rationnel? Est-ce que le groupe a été plutôt individuel ou collectif? Et ensuite, on positionne chaque personne qui a fait partie du groupe de décision à travers cette petite ligne orange que vous voyez sur le schéma, et où finalement chacun peut se dire, oui, moi dans le groupe, voilà comment j'ai contribué. Et là, on voit par exemple dans cette restitution particulière que la personne, elle n'a pas été complètement dans la moyenne du groupe. Elle a été plus individuelle que la moyenne du groupe et elle a été plus rationnelle que la moyenne du groupe. Et c'est très intéressant. Ça veut dire qu'elle a tiré le groupe, elle a apporté au groupe une vision peut-être plus rationnelle que l'ensemble du groupe. Et donc, on voit ainsi comment chacun peut se positionner au cours de cette expérience et est-ce que ça reflète effectivement la façon dont il travaille dans sa sphère professionnelle. Voilà, on va continuer. Le parcours Anima, c'est un exemple. C'est une composition de ces différentes briques. Par exemple, ici, on vous propose de commencer par identifier vos forces de psychologie positive. Ensuite, eh bien, de comprendre comment ces forces viennent incrémenter les soft skills de l'entreprise. Comment ensuite marier à la satisfaction de vos besoins professionnels selon la pyramide de Maslow, vous êtes à même de pouvoir délivrer ces soft skills favorablement dans votre environnement professionnel. Comment ensuite, confronté à un environnement décalé comme le jeu Vertox, eh bien, vous savez mettre en œuvre tout ce que vous avez identifié chez vous de positif, de force et de besoin, débriefé évidemment par un coach qui vous aura observé jouer et augmenté par l'intelligence artificielle, afin, dernière proposition, de constituer un plan d'action pour vous-même et pour le groupe si c'est pertinent, avec un coach qui va capitaliser avec vous sur tout ce qui s'est passé au cours du parcours. On prend la suite. Voilà, donc pour résumer, plusieurs façons d'aborder une relation avec nous si vous en avez envie. Tester ou utiliser une des briques du parcours jeu, notamment Vertox ou bien Sauvetage 13 qui est en présentiel, ou un autre jeu, Tour Eiffel, Vendée Coop. Ou bien s'appuyer sur un parcours préconçu du type de celui que je vous ai présenté, mais on en a d'autres, pour adresser un de vos besoins de ressources humaines. On a beaucoup parlé formation, mais cet outil peut aussi servir à du recrutement, de l'intégration, de la mobilité, voire de la transformation. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Ou bien, vous avez un besoin, vous ne vous y retrouvez pas dans ce que je vous ai présenté là, mais néanmoins, on peut, avec vous, co-construire un parcours qui pourrait être pertinent. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout. Simplement vous dire dans cette dernière slide que l'ensemble de notre construction, je vous l'ai dit tout à l'heure, était avant tout éthique et transparente, et que l'idée, c'est que l'entreprise et le collaborateur partagent ensemble un certain nombre de briques qui sont connues de part et d'autre et sur lesquelles ils construisent un développement personnel et un développement d'équipe. Merci beaucoup pour votre écoute, à votre disposition pour vos commentaires, pour vos questions. Merci Caroline. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui est sur le côté de votre écran. Voilà, je pense que la première question qu'on peut poser, c'est Caroline, imagine que je sois RH d'un grand groupe, je suis intéressé par la solution Vertox, par exemple. Combien de, combien de collaborateurs je peux faire passer dans le dispositif et combien de temps ça me prend? Et il y a des équipes qui sont constituées. Quel est le minimum de personnes par équipe? Comment ça se passe? Comment sont formés les coachs? Et puis, dernière question que je pourrais me poser, c'est est-ce que les parcours sont disponibles en anglais, en espagnol, en langue étrangère? Alors, je vais prendre tes questions dans l'ordre. Tu es un rat qui se questionne beaucoup. Donc, alors, effectivement, on peut passer des milliers de personnes si on en a envie dans ce parcours. Le côté digital, en tout cas, lorsqu'il est digital dans les parcours, rend facile cette possibilité. Donc ça, c'est un premier point. On ne va pas faire passer les milliers de personnes en même temps. Et nous, ce qu'on préconise, c'est des groupes
en tout cas des unités de travail, je vais appeler ça comme ça, de 6 personnes. Dès lors qu'on est à distance. Quand on est en présence, on peut aller beaucoup plus loin, mais en distance, on propose des unités de travail de 6 personnes. Pourquoi? Parce que si on veut faire participer l'ensemble des personnes dans un webinar ou dans une séance de coaching collective, 6 pour nous, c'est le bon nombre, c'est-à-dire que c'est suffisamment riche pour participer et en même temps, ça permet à tout le monde de s'exprimer. Donc, ce qu'on va voir avec vous, c'est comment on peut créer des petites unités de 6 personnes qui soient autonomes et cohérentes. Donc, soit c'est 6 personnes qui travaillent ensemble dans une équipe. Puis, par exemple, dans des équipes où on a 18 personnes, eh bien, on va constituer à la fois un démarrage à 18 et puis ensuite, on va constituer des sous-groupes de 6 pour avancer dans le travail. Et puis ensuite, on va bien sûr reconstituer le grand groupe pour avoir un débriefing cohérent. Donc, l'unité de travail, je vais dire, c'est 6. L'unité de travail, c'est aussi l'individu, parce que comme je vous l'ai dit, on a une relation avec la plateforme qui fait que chacun, à un moment donné aussi, est en relation individuelle avec la plateforme et aussi en relation individuelle avec un coach. Donc, en fonction de votre besoin, par exemple, on a eu aussi pour un client, on a animé pour 100 personnes sur 2 jours. C'était des ambassadeurs worldwide de RSE au sein d'un grand groupe bancaire. Et eux, ils souhaitaient faire un événement qui les questionne sur la question de la RSE dans leur groupe et qui en même temps leur permette de se connaître. Donc, c'était à mi-chemin entre du team building, de la collaboration et de l'interrogation sur le sujet de la RSE. Et bien, ces 100 personnes, on les a prises pendant 2 jours par unité de 30 par 30. On leur a fait faire le jeu. On a construit avec eux un débriefing sur le sujet de la RSE. Donc, on a introduit aussi des questions qui étaient propres au groupe sur ce sujet-là, aux côtés de questions qui étaient des questions de débriefing sur la façon dont la collaboration avait eu lieu entre les personnes au sein du groupe. Et ça va répondre aussi à une de tes questions. L'ensemble de ces dispositifs se déroulait en anglais, puisque là, on était sur une partie worldwide. Donc, voilà, on a plusieurs formats en fonction des besoins qui peuvent bien sûr s'adapter. Alors, sur la question des langues, aujourd'hui, le jeu et nos coachs débriefent en français et en anglais. Ça, c'est pour le jeu. Et pour les coachs, on a des coachs qui sont polyglottes et qui peuvent également intervenir en allemand, en espagnol. En revanche, le jeu, pour l'instant, n'est qu'en français et en anglais. Mais s'il y avait une grosse demande sur une langue différente, on pourrait tout à fait adapter ce jeu. Ce que je peux dire également, c'est que nous procédons également à des adaptations du dispositif, voire à des customisations. On a par exemple un client actuellement dans le BTP qui souhaite utiliser notre jeu sur une séance de formation sur la sécurité. Il se trouve que Vertox, en l'occurrence dans ce jeu, a des aspects de sécurité qui sont déjà intégrés et qui s'appuient sur les valeurs de l'entreprise. Et donc là, on est en train de travailler avec ce groupe pour transformer ou adapter notre jeu et mettre dans les conditions du jeu des leviers en lien avec la sécurité qui correspondent évidemment aux valeurs et aux instructions du groupe en question. Donc on peut tout à fait customiser le jeu, à minima, je dirais, avec au moins le logo et les valeurs du groupe, par exemple, et voire plus, pour traiter une question en particulier et intégrer dans le jeu des leviers qui vont permettre de traiter cette question. Enfin, tu m'as questionné sur les coachs. Nos coachs sont tous des coachs de métier. Ils sont spécifiquement formés par nous à utiliser les jeux dans la pédagogie parce que ça ne va pas forcément de soi. Et il faut être des coachs assez costauds quand même pour tirer parti d'un jeu et pouvoir retourner positivement toute situation vécue dans le jeu au bénéfice d'un coaching et d'un débriefing. Donc, nous les formons. Ils sont certifiés par nous pour pouvoir ensuite animer ce type de débriefing. Ce qu'on peut faire aussi, si par exemple une entreprise a des coachs en interne, nous pouvons également former des coachs internes à l'utilisation du jeu et rendre ainsi l'entreprise autonome dans l'utilisation de tout ou partie du dispositif. Alors, nous avons une question. Alors, j'ai une question, plutôt une remarque. Pardon? Oui, je vois une question apparaître. Le groupe fonctionne dans le jeu, mais comment on fait le parallèle avec la vraie vie? Le naturel revient vite au galop quand on revient au bureau. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, ce qui fait, je dirais,
ce qui fait que le naturel revient peut-être un peu moins vite, parce qu'on ne peut jamais garantir, hein, mais ce qui fait qu'on essaye en tout cas que le naturel revient moins vite. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est que dans tous nos débriefings, on va systématiquement faire la transposition. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien analysé le jeu et qu'on a tiré tout ce qu'on pouvait, on a pressuré l'expérience jeu avec tout ce qu'on pouvait pour identifier les ingrédients de ce jeu, et c'est pour ça qu'il faut des bons coachs, eh bien, on va retenir cette pépite qu'on a pressurée et on va la transposer dans l'environnement professionnel. Et on va raisonner avec le participant pour voir avec lui comment il va enrichir et quel plan d'action il met en œuvre pour utiliser ces nouvelles compétences ou ce nouveau contenu pour l'appliquer dans le champ professionnel. Donc ça, cet exercice de transposition, et c'est pour ça que on fait de la pédagogie et non pas du jeu, c'est que justement cet exercice de transposition, on le fait avec le participant à l'issue de son activité avec le jeu. Et lorsqu'on est sous un format de parcours tel que celui que je vous ai présenté, on va être dans interaction régulière avec le participant, soit via l'outil, soit via un vrai coach. Régulièrement, que ce soit individuellement ou collectivement, on va lui proposer cette interaction. Et donc progressivement, on va construire avec lui la façon dont il va travailler demain avec ce nouveau matériau. Et c'est parce qu'on aura fait ce pas-là avec lui, qu'on aura, pour toutes les raisons que je vous ai dites, ancré l'expérience dans l'émotion et que du coup l'apprentissage est plus mémorable, etc., que voilà, on constitue, je dirais, les meilleures conditions pour que ça se passe. Après, voilà, c'est intéressant par la suite, et notamment quand on a des groupes qui viennent en équipe constituée, on travaille aussi beaucoup avec le manager pour qu'il prenne le relais. Et finalement, quand j'ai mis, par exemple, dans l'étape 5, plan d'action, quand on est dans un groupe collectif, on a travaillé notamment au moment du confinement, il y a un an, avec une grande entreprise qui s'inquiétait de savoir comment le manager pourrait continuer à maintenir la motivation de ses équipes dans ce contexte. Et on a fait avec lui le parcours Anima que je vous présente. Et ce qui a été très précieux pour lui, c'est qu'à l'issue finalement du parcours, on lui a remis les rênes dans la main, mais les rênes, elles avaient été travaillées, construites et validées avec l'ensemble de l'équipe. Et donc pour lui, ça a été plus simple, entre guillemets, de reprendre les rênes et de poursuivre ce qu'on lui avait co-construit et proposé dans le cadre du parcours. Donc, le manager, dans ces cas-là, est notre allié et on va bien sûr travailler avec lui pour que la suite soit la plus productive possible. Merci Caroline. Peut-être une dernière question, je vais en prendre plusieurs en même temps. Donc il y a une personne qui aimerait avoir la définition que tu donnes des soft skills, première partie, et puis deuxième partie, une question, voilà, est-ce que vous pensez que ce genre de jeu sera utilisé de manière voilà, donc avec la crise sanitaire et l'utilisation massive du télétravail? Nous, on pense que oui. Peut-être que tu peux commenter cette question. J'ai pas entendu, excuse-moi, que ce genre de jeu serait utilisé de façon durable, c'est ça? Sera utilisé de manière plus importante. Et si oui, à quelle fréquence, par exemple, avant les entretiens trimestriels ou annuels? Voilà. Donc, avec l'utilisation massive du télétravail aujourd'hui et ce qu'on traverse avec cette crise sanitaire, où les gens sont chez eux et quelquefois on peut perdre un petit peu le contact avec les collaborateurs. Tout à fait. En fait, nous avions déjà, je dirais à 80%, élaboré ce type de dispositif et de parcours avant l'arrivée de la crise sanitaire il y a un an. Et heureusement ou malheureusement, le contexte nous a incité à le faire et très rapidement et à proposer une plus grande ampleur. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment une des réponses extrêmement précieuses que l'on peut avoir au contexte actuel. C'est-à-dire que les gens, on le sait bien, hein, il y a 3 leviers en gros à la motivation individuelle. Hein, c'est le sens, se sentir rallié à quelque chose de plus grand que soi, la communauté, donc se sentir faire partie d'une communauté qui fait partie, qui a les mêmes valeurs, la même éthique, les mêmes rituels, etc. Et puis le troisième levier, c'est le sentiment d'utilité, c'est-à-dire avoir l'impression que son travail est utile. Bon, c'est pas l'objet de la conférence, mais on voit bien à quel point, dans un temps à distance, chacun de ces leviers de motivation est mis à mal. Le sens peut être perdu parce qu'on s'éloigne de l'ensemble de l'entreprise,
La communauté peut être distendue parce que les rituels, il faut en recréer de nouveaux. On a fait une conférence là-dessus, mais il faut recréer de nouveaux rituels managériaux dans cet environnement à distance. Et le sentiment d'utilité, il est forcément atténué par le fait qu'on a beaucoup moins de feedback à la fois de ses collègues et de ses managers sur ce qu'on fait pour l'entreprise ou pour son service. Donc c'est dans ce contexte où finalement les liens se distendent que ce type d'approche est extrêmement utile parce que d'abord, ça permet à tout un chacun de recomprendre ou de réapproprier l'idée qu'on est utile et qu'on s'appuie sur des ingrédients qui sont hyper utiles à l'ensemble de la communauté. Donc, refaire connaissance avec ses forces, avec ses leviers à soi sur les soft skills, c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est que en jouant à distance et avec des parcours de ce type, eh bien, on recrée des rituels communautaires, on recrée des instants de communauté, de partage qui sont constructifs et positifs. Et puis enfin, ça nous redonne de l'énergie pour repartir et retrouver davantage de sens. Donc moi, je pense que c'est extrêmement utile, notamment dans la période dans laquelle on vit. Mais à mon sens, les habitudes de travail vont changer de façon pérenne par la suite et donc on aura évidemment encore besoin plus que jamais de ce type d'outils qui finalement nous rapprochent au quotidien malgré l'éloignement. Et vous voyez par exemple ce qu'on a créé sur le recrutement, on se rend compte à quel point ça rend le recrutement qui est pourtant à distance, c'est-à-dire que l'outil permet un recrutement full distanciel, et pour autant, on n'est pas du tout dans de l'éloignement. On est au contraire dans du rapprochement et du partage, puisque c'est sur des bases éthiques communes que les entretiens vont se faire entre le recruté et le recruteur. Et on est finalement dans une relation assez proche, assez proximité. Donc pour moi, c'est vraiment un outil qui permet de retrouver de la proximité dont on a tant besoin dans les périodes actuelles. Il y avait également une question sur les soft skills. Donc, concernant les soft skills, peut-être que vous faites référence aux 5 C dont j'ai parlé tout à l'heure. Si c'est le cas, la référence est inspirée de l'ouvrage de Jérémy Lamry sur les soft skills du 21e siècle, où lui il parle de 4 C, donc coopération, conscience, esprit critique et communication. Voilà, et on a ajouté donc cet aspect sur l'alignement qui nous paraît également très important, l'alignement avec le monde dans lequel on est. Et je terminerai peut-être sur la notion de confiance, qui est aussi un C très important. Pour moi, les soft skills, c'est ce qui permet à la confiance de s'exprimer, c'est-à-dire ce qui permet, parce que l'on sait comment on s'y prend, avec qui on est et dans l'interrelation qu'on a avec les gens, alors on sait nouer cette relation de confiance qui, notamment dans la période actuelle, est particulièrement importante. Et je terminerai en citant quelqu'un que j'aime beaucoup et je le cite souvent et je m'en excuse, mais c'est pour moi une vraie référence professionnelle qui s'appelle Charles Pépin, qui est un philosophe. Et si vous lisez son livre sur retrouver la confiance, vous verrez que les 3 leviers pour lui de la confiance sont l'interrelation, c'est-à-dire que c'est dans la relation à l'autre que se forge l'essentiel de la confiance, avant même la confiance en soi, qui est son deuxième levier, c'est-à-dire comment trouver de la confiance en soi, et notamment en expérimentant ses compétences. Il parle beaucoup de la confiance en soi via l'apprentissage de l'expérience et de ses compétences, donc qui est son deuxième levier de confiance. Et puis la troisième type de confiance, qui est majeure aussi, c'est la confiance dans le monde, c'est-à-dire la confiance qui émane du fait qu'on se sent relié au monde qui nous entoure, dans le monde qui nous entoure. Et là aussi, compte tenu de la période, on peut comprendre à quel point ce levier de confiance mérite aussi d'être travaillé, étant donné que la confiance dans le monde qui nous entoure en ce moment est assez mise à mal et que c'est pour ça que c'est important de travailler les 2 autres leviers de confiance, que sont la confiance dans l'interrelation et la confiance en soi, nécessaire dans les 2 cas à relier aux soft skills qui nous animent. Merci beaucoup, Carole, de cet éclairage. Je vois l'heure, voilà, nous sommes arrivés à 12h30. Nous sommes restés 1 heure ensemble. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez avoir un rendez-vous pour en savoir plus sur ces parcours innovants. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.
Merci à tous. Merci À Caroline, bientôt. merci à Merci tous. pour l'interview. Au revoir.